Radio CFL, bonjour à tous, émission numéro 3. Aujourd'hui, je suis accompagné de Rémi et Franck. Bonjour à vous deux. Bonjour Laurent. Bonjour à vous deux également. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur la chaîne YouTube Radio CFL. Le thème de ce jour concerne les résultats de la primaire qui a eu lieu dimanche, la primaire des Républicains. Alors Rémi ou Franck, c'est à vous et je vous remercie par avance pour vos explications et je prendrai la parole après. Je te remercie de cette présentation. Je vais commencer. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Mon sentiment est le suivant, c'est qu'en regardant le résultat de la primaire du premier tour de la primaire de la droite et du centre ce dimanche dernier, il y a pour moi un enseignement qui est vraiment très très important. Enfin, il y en a plusieurs enseignements très importants, mais le premier, en tout cas, sur lequel je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs, c'est la capacité extraordinaire qu'ont eu les instituts de sondage et les journalistes à se tromper. C'est-à-dire qu'entre le Brexit, l'élection de Trump et François Fillon, on a là trois cas très illustrants de cette capacité qu'ont les sondages soit de mentir sur les résultats réels, soit d'être incapables de montrer réellement quelle est la couleur du peuple ou les opinions du peuple. L'autre chose également à remarquer, à mettre en avant au sujet de cette primaire, c'est que même si je suis royaliste, je constate que c'est également une victoire de la démocratie, une victoire du pays réel. Pourquoi une victoire de la démocratie? Pour la raison numéro un, la raison numéro une, à savoir que les instituts de sondage se sont complètement plantés et le peuple, il a décidé de voter comme bon lui semblait. C'est-à-dire que depuis des mois, on avait dit au peuple britannique de voter contre le Brexit, il a voté pour le Brexit. Aux États-Unis, on lui avait proposé même plus intimé l'ordre de voter Clinton, il a voté Trump. Et là, en France, le deuxième tour tant attendu Juppé-Sarkozy eh bien, a été refusé par les électeurs au point d'envoyer en finale Fillon-Juppé et Fillon avec une longueur d'avance assez confortable. Après, il y a un deuxième tour, il y a une semaine, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, voilà mon premier commentaire. Après, il y en aura d'autres qui suivront, mais deux premières choses, les les sondeurs sont vraiment nuls et les journalistes également. Et la deuxième chose, déplacement en masse du peuple de droite, 4 millions de votants et victoire en masse de Fillon. J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Franck. On approfondira sur les candidats en eux-mêmes, mais sur la question du sondage. Parce qu'il a entièrement raison. Franck nous dit les sondeurs se sont trompés et ou ont manipulé. Je pense qu'il y a les deux. Quand on parle des sondages, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Ouganda, on évoque que la question pratique des sondages. Mais jamais on entend très peu de gens parler de la question de la théorie du sondage en lui-même. À savoir que le sondage, théoriquement, n'est pas un outil fiable. C'est-à-dire que prendre un échantillon, comme ils disent, d'êtres humains, et à partir de cet échantillon extrapoler à l'ensemble des humains, ce n'est pas pertinent scientifiquement. Les humains, ce ne sont pas des roches. On peut faire ça avec des cailloux, on prend un morceau de terre à un endroit donné, et on stipule l'homogénéité, et on dit donc partout c'est pareil. Ça marche avec la biologie, on prend un mouton, on le dissèque, et on dit tous les moutons sont pareils. Ça ne marche pas avec l'esprit humain. Ce n'est pas parce qu'un être humain à un moment donné pense comme ça, ou 10 humains pensent comme ça, que 1 million, 10 millions d'humains pensent la même chose. Ça, c'est la théorie du sondage qui pose vraiment problème, qui n'est jamais évoquée évidemment dans les masses médias. C'est dû aussi à l'aspect pratique. Les sondages, c'est un outil de propagande, on le sait. Franck l'a évoqué, à savoir que les journalistes et les sondeurs, parce qu'ils sont très liés ensemble, d'ailleurs ça appartient souvent au même patron, eh bien les deux se sont trompés et c'est en effet une joie pour moi de voir que de plus en plus on se rend compte que l'outil du sondage en pratique pose problème, mais bientôt on en arrivera à la théorie du sondage qui sera remise en cause et on se débarrassera de cet outil de propagande-là. Il en restera d'autres hélas, mais celui-là va disparaître à terme. L'exemple anglais, l'exemple américain, l'exemple français, puis d'autres exemples arriveront encore, montreront que on doit se débarrasser du sondage une bonne fois pour toutes et l'utiliser éventuellement rarement que dans des questions commerciales très locales. J'aimerais aller un tout petit peu plus loin maintenant que la question du sondage, en évoquant les candidats eux-mêmes, et j'aimerais, vous réagirez certainement, me féliciter de voir enfin le départ, enfin j'espère, on n'est jamais sûr de rien, mais le départ de Sarkozy de la politique française. Enfin. Ce type a été une catastrophe pour notre pays depuis des années. Il a annoncé une deuxième fois qu'il se retirait de la vie politique. La première fois, il pouvait revenir en disant
on a besoin de moi. Cette fois-ci, c'est un camouflet pour lui. On n'a pas besoin de Sarkozy en France. Bon débarras. Et j'espère ne plus jamais revoir ce personnage, qu'il aille aux États-Unis comme il adore ce pays-là, qu'il aille dans ce pays-là et qu'il aille rejoindre sa copine Clinton qui a aussi perdu. Bon débarras. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Franck tout à l'heure. Franck, tu disais c'est une victoire de la démocratie. Est-ce que tu peux étayer ton propos, s'il te plaît? Alors, très rapidement, quand je dis que c'est une victoire de la démocratie, tout simplement, c'est parce que les primaires de la droite et du centre, contrairement aux primaires organisées par le Parti socialiste en 2012, les primaires de la droite et du centre, c'était des primaires ouvertes. Donc, il ne suffisait pas, pardon, d'être adhérent d'un parti politique, en l'occurrence les Républicains ou le Parti démocrate chrétien, pour pouvoir participer aux primaires. Tout Français pouvait participer aux primaires, ce qui, dans un sens, aggrave encore le vice du régime des partis, mais ça on en parlera plus tard. Donc en fait voilà, victoire de la démocratie par trois aspects. Le premier, comme je l'ai dit, le peuple réel a voté contre les intentions du pays légal. Deuxièmement, c'est une primaire où il n'y a pas eu 1 ou 2 millions, mais il y a eu 4 millions de votants, ce qui est quand même extraordinaire. Et la troisième chose, à ce jour, il n'y a pas eu de tentative apparemment de fraude ou de manipulation. Donc, en ce sens, oui, c'est une victoire de la démocratie où, en fait, on voit bien que lorsque les élections sont organisées de manière libre, avec la capacité qu'ont les votants de pouvoir choisir entre différentes personnes en les ayant préalablement écoutées, tout ça, ça peut être intéressant dans un cadre démocratique et républicain. Par contre, je voudrais réagir sur une chose très importante à mon sens, c'est sur le cas Poisson. Le cas Poisson, pour moi, il illustre bien une tare que j'ai identifiée depuis des années, et ça va pas faire plaisir à beaucoup de gens, et je vais me mettre à dos beaucoup de gens, mais tant pis. Le cas Poisson montre bien l'incapacité qu'ont les catholiques, au sens large du terme, à peser sur les élections républicaines et démocratiques, et d'une manière générale à peser sur la vie politique de notre pays. Et c'est là où j'en veux à la Manif pour tous, c'est que la Manif pour tous, grâce à son succès d'estime de par les manifestations qu'elle a organisées dans toute la France, la Manif pour tous a surestimé son potentiel militant en faisant croire aux catholiques qu'ils avaient un réel pouvoir. Or, on s'aperçoit finalement, on s'aperçoit quoi? Qu'il y a moins de 70 000 Français qui ont voté pour Jean-Frédéric Poisson. Donc là, il y a quand même un mythe que les gens devraient, de nos milieux au sens large du terme, que les catholiques devraient vraiment Prendre en tirer comme compte. enseignement. Pardon, excuse-moi. Je disais prendre en compte. Ouais, voilà, prendre en compte, c'est que la manif pour tous a exagéré le poids des catholiques, et les catholiques, d'une manière générale, ont exagéré eux-mêmes le poids qu'ils avaient sur la primaire. Il y a un certain nombre alors pardonnez-moi cet anglicisme, il y a un certain nombre de leaders d'opinion qui ont appelé à voter Poisson, et finalement, le résultat est vraiment en deçà de leurs espérances. Alors oui, certains diront que le candidat Frédéric Poisson a augmenté le nombre de voix par rapport aux élections européennes d'il y a 1 an ou 2 ans, je crois, mais en fait, c'est pas le sujet. On voit bien que les catholiques n'ont pas réussi à peser sur ce scrutin, et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux, depuis maintenant 2005, ça fait quasiment 11 ans, j'appelle de mes voeux vraiment à une recomposition à la fois doctrinale, intellectuelle, philosophique et méthodique du combat politique dans la famille catholique, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Alors les amis, Attends, pardon Laurent, excuse-moi, Ouais. juste une toute petite intervention. Je suis pas d'accord avec Franck, parce qu'il considère que Poisson est le seul représentant des catholiques de droite. Or, moi je pense que celui qui a engrangé le plus de voix catholiques, c'est Fillon. Beaucoup de catholiques français de droite ont voté pour Fillon. Par exemple, parce qu'ils ont entendu dire ils ont entendu Fillon dire qu'il allait amender la loi du mariage pour tous. Ce qui fait que, rien que pour cet amendement concernant l'adoption, beaucoup de catholiques, je dis bien beaucoup de catholiques, si on prend la masse des catholiques de droite, il y a au moins 80% des catholiques qui ont voté pour Fillon. Donc je regrette, au contraire, le vote de Fillon indique que les catholiques ont encore un poids en politique. La preuve, contre les sondages, contre tout l'appareil légal, contre tous les journalistes, les catholiques ont mis Fillon en tête contre Sarkozy et contre Juppé. Mais de très loin en plus. Et il y a de fortes chances qu'il soit élu au deuxième tour à cause des catholiques. Donc moi, au contraire de Franck, l'avènement de Fillon,
Et la probable élection de Fillon plus tard, c'est la preuve que les catholiques jouent encore un rôle en politique en France, et jouent un rôle, hélas, un mauvais rôle, puisqu'ils continuent d'être des dindons de la farce, ils alimentent le système, hélas, pour nous. Non, mais je pense que, si je peux me permettre, Franck, je pense que Franck disait que le programme catholique des personnes qui se présentaient, c'était celui de Frédéric Poisson et pas celui de Fillon. Et toi, Rémi, tu nous expliques, et tu as raison aussi, que voilà, il a sorti la question plus éthique et qui a ramené un électorat catholique au dernier moment. Je pense que c'est plutôt ça. Mais justement, les questions que je voulais poser avant que tu prennes la parole, c'était que si on regarde les informations 2 ou 3 jours avant le premier tour, on s'est aperçu que tout le monde parlait d'une avancée spectaculaire de Fillon, alors que ce n'était pas prévu. Alors ça, c'est la première question, on parlait au début, Rémi, tu en parlais, les sondages se trompent et la légitimité des sondages. Or, comment expliquez-vous que 3 jours ou 2 jours avant, les médias ont su que Fillon avait une forte chance d'être au second tour, voire d'être premier? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comment expliquez-vous tout simplement que Fillon soit premier? Est-ce que, Rémi, tu confirmes que c'est seulement sur la question de l'éthique, donc ça a amené, comment dire, ça a amené un électorat catholique, ou il y a d'autres points qui lui ont permis d'être premier à l'heure actuelle? Alors attention, Vas-y, Franck, vas-y. plusieurs choses. Donc déjà, la première chose que je tiens à dire, c'est que les leaders d'opinion catholiques, dans l'écrasante majorité, ont appelé à voter Poisson. Alors de deux choses l'une, soit ces leaders d'opinion catholiques, soit ils ne pèsent pas, soit au contraire, le peuple catholique a décidé de faire fi de ces injonctions, de ces directives, pour voter Fillon. Donc ça, c'est quand même pour moi quelque chose vraiment d'important. D'ailleurs, d'une manière générale, il me semble difficile aujourd'hui de savoir, notamment par rapport à ce que tu as dit, Rémi, au début de l'entretien, de savoir réellement la masse ou le nombre précis de catholiques qui ont voté Fillon. Dire que 80% des catholiques a voté Fillon, ça me paraît autant peu sérieux de dire que Sarkozy est au deuxième tour. Mais à la rigueur, c'est pas le sujet. En tout cas, ce qui est intéressant en tout cas de savoir, c'est que les leaders d'opinion catholique ont choisi Poisson, et donc les leaders d'opinion catholique, au même titre que les instituts de sondage et les faiseurs d'opinion dans les médias, dans les radios, dans les journaux papier, se sont trompés. Pour répondre à ta question, Laurent, au sujet de Fillon et de Sarkozy, je pense qu'il y a deux éléments, à mon avis, très très importants à prendre en compte, qui sont les suivants. Le premier, c'est tout simplement l'antisarkozysme primaire. Beaucoup de gens, notamment des gens de gauche, là aussi, proportion difficile à définir, on parle de 15%, alors pourquoi pas 5, pourquoi pas 30, je ne sais pas, mais en tout cas, apparemment, un certain nombre de gens de gauche, au premier tour, a voté pour Juppé ou pour Fillon contre Sarkozy. Donc la première raison que je donne au succès de Fillon ne tient pas au personnage de Fillon lui-même, mais tient surtout au fait que l'antisarkozysme primaire, ça a fonctionné en 2016 contre Sarkozy à la primaire, comme l'antisarkozysme primaire avait fonctionné en 2012 pour Hollande, même si Hollande avait gagné dans sa mouchoir de poche. Le deuxième enseignement, à mon avis, qui est très important à prendre en compte, c'est le fait que la victoire de Fillon, d'une certaine façon, pour le peuple de droite qui a participé à la primaire, marque l'échec des thèses, on va dire, autoritaires et identitaires. Nicolas Sarkozy avait bâti toute sa campagne sur un discours assez pro-français, assez, on va dire, je dirais pas du Trump, mais peut-être du Le Pen des années 80-90, sur la thématique de l'islam, de l'immigration, de la France forte, voire même d'une certaine façon du souverainisme. Or, Fillon, lui, a basé plutôt son programme sur des sujets, on va dire, à la fois sociétaux et sur des sujets économiques, à tel point qu'aujourd'hui, dans la grande presse, il suffit de voir certains articles, François Fillon passe pour un libéral. Donc les raisons pour moi de l'échec de Sarkozy, elles sont là, c'est-à-dire un antisarkozysme primaire, les gens ne voulaient plus de Sarkozy, et Fillon a bénéficié de cet avantage. Autre chose aussi qui est drôle, c'est que Fillon est dans les rouages du système depuis plus de 30 ans, sauf que Alain Juppé a été Premier ministre, Sarkozy a dirigé le pays, mais les gens ont également oublié que Fillon était également un homme du système. Et Juppé est également un ancien repris de justice, ça ne faut pas l'oublier, et Sarkozy sera peut-être
dans quelques mois, quelques années, un futur auprès de justice. Donc en fait, François Fillon, il avait l'avantage de ne pas avoir un discours trop autoritaire, trop droitier, pour faire clair, un discours qui, dans le peuple de droite, frisait trop avec les extrêmes, tout en apparaissant, aussi curieux que cela puisse paraître, comme un homme neuf. Et l'autre chose aussi qui est intéressante à noter, c'est qu'un président qui sort de l'Élysée n'y revient jamais. Dans les années 80, Giscard y avait pensé, mais il ne l'avait pas fait. Et Sarkozy a pris le risque de faire quelque chose qui ne s'était jamais produit dans l'histoire de la Ve République, c'est qu'un président qui perd n'était jamais revenu. Sarkozy a pris le risque de se présenter à la primaire, à la voix du peuple, et ce risque n'a pas du tout été payant. Euh, J'aimerais juste aller plus loin sur ces questions-là. Je suis entièrement d'accord avec la fin du propos de Franck, à savoir que le choix de Fillon, c'est aussi le rejet de l'identitaire. Beaucoup de gens des milieux d'extrême droite pensent que l'identitaire est de plus en plus à la mode. Mais je crois qu'en France, c'est pas le cas. Ce qui intéresse les gens, à mon avis, mais encore une fois, c'est à mon niveau, donc je me permets pas de extrapoler, mais à mon niveau, je pense à des questions plutôt économiques et des questions plutôt éthiques et morales, plus que les questions d'identité, race, etc., etc. Maintenant, j'aimerais aller plus loin. En quoi le choix Fillon qui est-il ou pourrait-il être un problème ou au contraire une chance pour le FN? Parce que ça, c'est une vraie question. En fait, je lis depuis ce matin deux tendances. Des gens qui nous disent Fillon, c'est la pire des nouvelles pour Marine Le Pen, pour elle. Et au contraire, j'entends des gens nous dire Fillon, c'est une excellente nouvelle pour Marine Le Pen. Donc j'aimerais avoir vos avis, les amis. Que pensez-vous de Fillon face à Marine? Alors, si je peux me permettre, Rémi, la question sur le report des voix des candidats, je pense qu'on ne l'a pas évoqué, il faudrait le faire. Parce que là, selon ta question, ça signifierait que Fillon, on est sûr à 100% qu'il gagne les primaires. La question est de savoir, est-ce que vous êtes sûr à 100% que Fillon gagnera les primaires, déjà? Pour moi, oui, largement. Il est à combien 40, Il est à 42, 43%? 44,1. Il lui manque combien 6%? Oui, sachant que Nicolas Sarkozy a appelé à soutenir Fillon. C'est impossible, même si tout se mettait contre lui, les 6%, il les aura les doigts dans le pif. J'ai jamais vu une personne quasiment élue au premier tour ne pas être élue au deuxième. Dans aucune élection, que ce soit pour les délégués de classe ou pour la présidence. J'ai jamais vu ça. Attention, il y a des exemples historiques où le premier du premier tour finit par pas l'élection. Oui, Pour mais pas répondre à ta premier à ce question, point-là. Laurent, la seule chose qu'on peut dire, je pense, avec quasiment certitude, c'est qu'au deuxième tour, il y aura techniquement, je pense, beaucoup moins de votants qu'au premier tour, parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle le premier tour a eu autant de succès, c'est que les gens ils voulaient se débarrasser de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy étant hors course, étant au tapis, étant dans les cordes, il y a de fortes chances qu'il y ait moins de votants. Par contre, ces moins de votants, dans une certaine mesure, vont plutôt, je pense, profiter à Juppé. Mais a priori, l'écart est tellement grand que même s'il y a moins de votants, je ne pense pas que l'écart va pouvoir se réduire au point que Juppé remporte l'élection dimanche, en sachant que, encore une fois, on ne sait pas si les soutiens des uns et des autres vont bénéficier aux candidats sur lesquels les voix doivent techniquement se reporter, premièrement. Deuxièmement, on n'est pas à l'abri dans dans les jours qui arrivent de manipulation ou du moins d'une propagande. Là, depuis 2-3 jours, enfin depuis 2 jours en l'occurrence, on voit déjà des articles où on voit les féministes qui s'en prennent à Fillon sur l'avortement, on voit des critiques sur le discours de Fillon qui est censé être libéral, donc anti-ouvrier. Donc, a priori, le système est en train de réagir contre Fillon. Maintenant, je pense que Fillon a une confortable avance et en logique, il devrait gagner dimanche prochain. Par contre, je ne suis pas certain qu'il gagne avec... en tout cas, pour moi, il y a une question de savoir est-ce qu'il gagne à pas de couture ou est-ce que l'écart va un peu se réduire. Je pense que la question, elle est posée, mais en tout cas, il y aura moins de votants, ça c'est sûr. Par contre, par rapport à la question du Front National, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les électeurs de droite, ou plus exactement les électeurs qui se reconnaissent dans cette forme de droite, ont clairement marqué le choix, à savoir que c'était l'élection de la primaire et du centre, hors Juppé, de par ses positions, de par les éventuels choix de ministres qu'il aurait fait ou qu'il va faire s'il est élu, euh,
L'ouverture que Juppé a prônée à gauche, en tout cas, ça n'a pas plu au peuple de droite. Donc, pour répondre à la question de Laurent, je pense que Fillon, s'il la joue bien, il pourrait, à mon avis, sans trop de difficultés, à condition qu'il la joue bien, éliminer l'aile droite, à savoir le Front National. Le peuple de droite a clairement manifesté sa préférence pour un candidat qui est clairement à droite, et non un candidat qui est un petit peu à droite, un petit peu au centre et un petit peu à gauche. Donc ça, c'est intéressant. Et l'avantage de Fillon, c'est que par rapport à un Sarkozy ou une Marine Le Pen, il ne fait pas exciter Fillon. Ça, c'est quelque chose de vraiment très, très, très important. Et la deuxième chose, c'est un homme qui a déjà été au pouvoir. Or, il me semble, et ça fera l'objet pour moi d'un article prochainement, il me semble que Marine Le Pen ne pourra pas remporter l'élection de 2017 pour plusieurs raisons, mais au moins deux. La première, c'est que les gens lui reprocheront toujours de ne pas avoir exercé de mandat. Alors c'est quelque chose d'injuste, mais les gens disent toujours oui, le FN n'a jamais dirigé. Et la deuxième chose, on est en France, et on a beau dire ce qu'on veut, en France, il y a la loi Salic et ça compte quand même beaucoup. Même si aujourd'hui on est en République démocratique, la loi Salic, ça compte beaucoup. Juste pour rebondir sur les points concernant les handicaps de Marine Le Pen, euh, parce qu'on va, ouais, ben, moi en fait la question de la loi Salic en France, enfin je crois pas que ce soit le côté Salic qui intéresse les Français, c'est plutôt le côté masculin. Je pense plus parce que la loi Salic était plus quelque chose de idéologique, mais euh, Fillon est une vraie alternative à Marine, en vérité, je pense. Si on avait eu Sarkozy, Marine Le Pen, ça aurait été vraiment Sarkozy de façon certaine. Parce qu'il dit à peu près la même chose que Marine Le Pen aujourd'hui. Alors que Fillon, il y a vraiment deux tendances de droite. La tendance éthique libérale, on va dire, éthique catholique et libérale, et la tendance identitaire athée, qui est Marine Le Pen. Et ces deux vraies tendances. Et j'ai hâte finalement que ça se présente aux élections présidentielles, et qu'on ait en face un vrai candidat de gauche, pas Macron, j'espère un vrai candidat à gauche, genre Valls, quelqu'un de vraiment de gauche, et qu'on ait vraiment, que je vois une photographie du paysage électoral français. Est-ce la droite identitaire ou la droite libérale, entre guillemets, qui gagnera, ou est-ce la gauche libertaire, si on veut, comme serait Valls et d'autres. Donc moi j'ai vraiment hâte que les Attention, élections arrivent, paradoxalement. Oui, excuse-moi. mais attention Rémi, tu n'es pas à l'abri que dans les prochains mois, lorsque le mois de mai va arriver, que Fillon fasse une Sarkozy de 2007, à savoir qu'il muscle son discours sur quelques thèmes identitaires pour asseoir définitivement sa mainmise sur l'électorat de droite au sens large du terme. On n'est pas à l'abri de ça. Oui, tu as raison. Tu as raison. En tout cas, j'ai hâte. C'est assez excitant, je trouve. C'est une élection assez excitante. Autant Sarkozy-Hollande, ça avait été franchement chiant. Royal Sarkozy, encore plus chiant. Là, je trouve que si on a Fillon, Le Pen et un candidat de gauche, vraiment de gauche, voire Mélenchon peut-être, enfin, vraiment trois gros candidats avec trois tendances différentes, ça peut être, pour une fois, une élection républicaine et démocratique, entre guillemets, très intéressante. Depuis, ça fait que 10-15 ans qu'on n'a pas eu ça. Là, ça peut être intéressant. Depuis, en fait, en gros, on reviendrait à une élection aussi intéressante, je pense que celle de Mitterrand à l'époque. C'est-à-dire un vrai truc, quoi. Une vraie tendance. Voilà. Donc j'ai hâte d'y être, même si je voterai pas. La dernière chose que je voudrais souligner, pour moi, qui me semble également très importante dans le cadre d'un discours politique, c'est deux attitudes. La première, c'est celle de François Copé, qui, lors des primaires, est dans une attitude très, très offensive, voire même très négative à l'endroit de Sarkozy. Il a beaucoup été dans le anti-sarkozysme primaire. Et ça, je pense que c'est intéressant pour l'avenir, pour les personnes qui voudraient se présenter à des élections, à savoir que le anti-primaire, c'est quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Preuve en est, il finit bon dernier. L'autre chose également qui est, à mon avis, intéressante et assez rigolote, c'est au niveau de la posture. Bruno Le Maire s'est déclaré l'homme du changement, l'homme du renouveau, et force est de constater que ça ne suffit pas de le dire et de le proclamer pour apparaître aux yeux du public ou aux yeux des électeurs comme l'homme du renouveau, l'homme du changement. Je pense que lorsqu'on veut vraiment être un homme du changement, être l'homme du renouveau, il ne suffit pas de mettre sur un t-shirt la primaire c'est le maire ou de brandir des pancartes le maire, le renouveau. Là aussi, il y a des enseignements intéressants en termes de positionnement politique. À savoir que le renouveau, lorsqu'on le dit, il faut vraiment l'incarner. Et quand on fait une primaire, il ne suffit pas d'être dans le anti-anti, mais il faut également être force de proposition. Très bien.
Eh ben, écoutez, les amis, cette émission numéro 3 touche à sa fin. Un grand merci à vous deux et à tous ceux qui nous écoutent. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.